Hein? J'avais essayé de faire signer, puis pas, mais là, je l'avais fait. C'est ça. Fait que, on peut ça de même. Pour le problème, c'est quand même. On se regarde la mise. Ouais, ça, c'est juste moi qui je suis gentille, là, c'est que tu n'auras pas besoin de chercher partout. Tu fais l'argent pour me rembourser, mais je te le mets ici. Ça me fait plaisir. Non, je suis genre dans le zéro fois, puis je commence à te charger des intérêts. OK? Vas-y. Parce que non, on achète pour une fois. Achète à bord des Russes, ou une autre fucking Louis. C'est ça, vraiment, toi. J'ai compris tes conventions-là pour moi, ça te dérange pas, je veux que tu l'achètes à nous autres. Le Bénédicte, il fait la vie. Quoi? Le droit de dire. Il ne viendra pas si je l'ai pas dit pour aller. Mais si tu dis que c'est moi qui fais la vie. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être présents ici dans la salle en si grand nombre. Alors, je vous rappelle que la séance est enregistrée diffusée en direct sur le team et également enregistrée pour référence et qu'on permet aux gens de pouvoir poser des questions, de chatter durant la période de questions et on va leur répondre également. Alors, ce soir, nous avons quorum, donc nous allons ouvrir la séance. J'aimerais que les conseillers puissent se présenter, s'il vous plaît. Carl de Champlain, district numéro 1. Alors, bonsoir, France Lalonde, district numéro 2. Bonsoir, Vicky Pou, district numéro 3. Merci d'être présent ce soir. Bonsoir, François Gagnon-Lévesque, district 4. Merci de vous être déplacé ce soir. Bonsoir, Michael Ouellet, district 6. Bonsoir, Chanel Côté, directeur général. Juste une petite mention, là, on s'excuse, il y a manqué de documents, là, il y a plus de monde qu'à l'habitude. Si jamais là, les documents sont disponibles en ligne sur notre site web là, à saintlus.ca. Et on s'excuse, la prochaine fois, là, on en fera imprimer davantage. Bonsoir, Nancy Bérubé, directrice de finances. Et notre conseiller, M. Alexandre Dionne, n'est pas dans la séance de ce soir. Il est absent. Alors, dans l'ordre du jour pour ce soir, donc nous avons au point 3, l'adoption du procès verbal et suivi du 19 janvier 2026 et également de la séance extraordinaire du 26 janvier 2026. Au point 4, finances, l'adoption des comptes à payer au fonds des activités de fonctionnement, adoption des comptes à payer au fonds de règlement, adoption des comptes à payer au fonds de roulement, dépôt de l'état des activités de fonctionnement à des fins fiscales, appropriation du surplus non affecté, emprunt au fonds de roulement, remboursement au fonds de roulement, adoption de règlement numéro R 2026-420 pour fixer les taux de taxes et les tarifs pour l'année 2026. Point 4.9, Raymond Chabot, Grant Thornton, honoraire pour l'audit de 2026. Point 5, administration, politique de dons et de commandites, appui aux journées de la persévérance scolaire 2026, appui financier à la 28e édition du défi Ose entreprendre, 5.4, constitution des comités et règles de fonctionnement, 5.5, appropriation de l'État des personnes endettées envers la municipalité de Sainte-Luce pour les taxes municipales et droits de mutation. Au point 6, 6.1, remerciement à M. Pierre Laplante. Le point 6.2, 6.3 et 6.4 sont reportés. Il y a eu une erreur dans l'affichage, donc on ne peut pas traiter ces dossiers ce soir. Ils vont être reportés. 6.5, demande d'usage conditionnel 493, route 132 Est. 6.6, demande de dérogation mineure 24A, route du fleuve Est. 6.7, présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale 107, route du fleuve Ouest. Présentation du plan d'implantation et d'intégration architecturale au 15, route du fleuve Est.
présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 158 route du fleuve Est. 6.10, un avis de motion du règlement numéro R 2026-421, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble au PPC-MOI, visant à autoriser la construction d'un projet d'ensemble résidentiel constitué de 2 habitations multifamiliales sur la rue des Marais, correspondant au lot 6580-553 et 6580 et 554 du cadastre du Québec. Au point 6.11, dépôt du premier projet de règlement numéro 2026-421 pour la construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI visant à autoriser la construction d'un projet d'ensemble de résidentiel constitué de 2 habitations multifamiliales sur les rues des Marais correspondant au lot cité précédemment. Point 7, loisirs, programmation de la Flocon Fête. Point 8, amendement de la politique de déneigement. Point 9, sécurité publique, entente intermunicipale avec la ville de Rimouski. Plan d'entraide mutuelle en matière de sécurité incendie et de secours. Au point 10.1, programmation dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le programme TEC, pour les années 2024 à 2028. Alors, je demande un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Propose Michael. Merci. Nous passons maintenant à l'adoption des procès-verbaux. Donc, j'ai besoin pour le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2026. Je demande un proposeur. Je propose Vicky. Questions, commentaires? Passe au vote. Et unanimement résolu que le procès-verbal soit adopté. Le point 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2026. Je demande un proposeur. Je propose, Carl. Questions, commentaires? Passe au vote. Et unanimement résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire soit accepté. Au niveau des finances, le point 4. 4.1, l'adoption des comptes à payer au fonds des activités de fonctionnement. Donc, il est proposé que les comptes présentés au fonds des activités de fonctionnement à des fins fiscales, les chèques au montant total de 130 976,49 $ et le dépôt direct au montant total de 296 031,24 $, ainsi que les prélèvements au montant de 55 256,75 $, soit ils sont acceptés, autorisés et donnés de les payer. Alors, de plus, les frais de déplacement sont au montant de 3 377,32 $ et la rémunération des employés des élus et la cotisation ORIR au montant de 79 263,45 $ soit accepté. Alors, je demande un proposeur. Je propose France. Questions, commentaires? Je passe au vote. Et unanimement résolu de donner l'autorisation de les payer. Au point 4.2, adoption des comptes à payer au fonds de roulement. Au fond des règlements. Merci. Donc, il est proposé que le compte présenté au fond de règlement au montant total de 2 574,80 soit et est accepté en autorisation est donnée de le payer. Alors, j'ai besoin d'avoir un proposeur. Je propose François. François. Questions, commentaires? Passe au vote. Et unanimement résolu de payer, de faire le paiement. Au point 4.3, adoption des comptes à payer au fonds de roulement. Il est proposé que le comité de finances a procédé à la vérification et a présenté une recommandation favorable pour le paiement. OK. Excusez, c'est parce que je viens de voir une petite note que je m'étais mise. Il est proposé que le compte présenté au fonds de roulement au montant de 1 643,91 soit accepté et autorisé. L'autorisation est donnée de le payer. Donc, j'ai besoin d'un proposeur.
Oppose, Michael. Questions, commentaires? Passe au vote. Et unanimement résolu que le compte présenté soit donné de le payer. Au point 4.4, dépôt de l'état des activités de fonctionnement à des fins fiscales. Il est proposé d'accepter le dépôt de l'état des activités de fonctionnement à des fins fiscales daté du 29 janvier 2029. J'ai besoin d'un proposeur. Vicky, je propose. Questions, commentaires? On passe au vote. Et unanimement résolu d'accepter le dépôt de l'état des activités. 4.5. Appropriation du surplus non affecté. Il est proposé que pour l'année 2025, une somme de 2 374 $ soit appropriée au surplus non affecté pour être transférée au fonds des activités de fonctionnement, qu'une somme de 1 266 $ soit appropriée au surplus non affecté pour être transférée au fonds des activités d'investissement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. France. Questions, commentaires? On passe au vote. Unanimement résolu. 4.6. Emprunt au fonds de roulement. Considérant que le comité finances et suivi budgétaire a procédé à une vérification et a présenté une recommandation favorable, il est proposé qu'une somme de 1 506,11 $ soit empruntée au fonds de roulement pour une durée de 5 ans. J'ai besoin d'un proposeur. Carl propose. Questions, commentaires? Passe au vote. Et unanimement résolu. 4.7. Remboursement du fonds de roulement. Il est proposé d'effectuer un remboursement au montant de 63 322,85 $ du fonds des activités de fonctionnement à des fins fiscales au fonds de roulement de la municipalité pour l'échéance annuelle 2026. J'ai besoin d'un proposeur. Oppose, Michael. Questions, commentaires? Passe au vote. Unanimement résolu. 4.8. Adoption du règlement numéro R 2026-420 pour fixer les taux de taxes et des tarifs pour l'année 2026. Considérant que la municipalité de Sainte-Luce a adopté le budget pour l'exercice financier 2026 le 26 janvier 2026, considérant qu'en vertu des dispositions du Code municipal, il est permis d'imposer des taxes générales spéciales, ainsi que des tarifs pour différents services. Considérant qu'un avis de motion de la présentation de ce règlement a été donné par M. Michael Ouellette à la séance extraordinaire du Conseil en date du 26 janvier 2026. Considérant lors de cette même séance, le dit conseiller a déposé le projet de règlement. Par conséquent, il est proposé que le Conseil adopte le règlement R-2026-420 et décrète ce qui suit. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Donc, l'article 2, le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Luce. Article 3, pour payer les dépenses mentionnées au budget de l'exercice financier 2026 et combler la différence entre les dépenses prévues et le total de recettes reçues, la taxe foncière suivante est imposée. Une taxe foncière générale de 0,8188 $ par 100 $ d'évaluation pour l'année 2026, conformément au rôle d'évaluation en vigueur. Tarif pour les services d'Aqueduc. Vous avez, ces informations-là ont été transmises lors de la séance précédente, la séance extraordinaire du Conseil. Monsieur le directeur général, on peut passer ces éléments-là, vu qu'ils ont déjà été posés. Oui, tout à fait. Le règlement est adopté sans modification. Parfait. On a-tu des choses? Parfait. Alors, par conséquent, j'ai besoin d'un proposeur. François, je propose. OK. Questions, commentaires? Passe au vote. Alors, et unanimement résolu d'adopter le règlement 2026-420.
C'est juste parce que j'avais un point. On a eu des demandes par rapport à, dans le règlement, dans ce règlement-là, dans ce qu'on appelle le tableau des tarifs honoraires des permis, certificats et autres, il y avait, on a eu des questions concernant certificat d'autorisation pour l'implantation d'éoliennes ou de mâts de mesure de vent. Donc, je voulais juste rappeler tout simplement que dans cette, il y a eu le règlement de zonage 2009-114. C'est un règlement de zonage, donc le permis pour autoriser l'implantation d'éoliennes, elle est basée à partir de la ligne de transport électrique jusque vers Saint-Donat vers le sud. Donc, il n'y a pas de permis d'autorisation d'installation d'éoliennes en bas de cette ligne-là vers le nord. À partir de la ligne électrique de transport jusque vers le nord, jusque vers le fleuve. Parce que nous avait été posé la question. Et c'est pour ça que ces tarifs-là sont seulement dans cette zone-là. Parce que j'ai répondu à la question. Donc, on ne peut pas mettre d'éoliennes en bas de la zone de transport en direction du nord. Un point que je voulais préciser là, par rapport à ce règlement-là. OK. Parfait. Donc, OK. Nous sommes rendus au point 4.9. Donc, Raymond Chabot, Grant Thornton pour les honoraires. Considérant que la municipalité doit procéder à l'audit financier de l'exercice se terminant le 31 décembre 2025. Considérant que l'offre de services déposée par la firme Raymond Chabot, Grant Thornton relativement à la réalisation de cet audit. Considérant que les honoraires proposés s'élèvent à la somme de 26 000 auxquels s'ajoutent des frais administratifs de 5 plus les taxes applicables. 5 en tout cas? Pardon, 5 c'est 5 ça serait trop beau. 5 plus les taxes applicables. Par conséquent, il est proposé d'accepter l'offre de services professionnels de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la réalisation de l'audit financier de l'exercice 2026 pour un montant de 26 000 auquel s'ajoutent des frais administratifs de 5 et plus les taxes applicables. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Carl, je propose. Questions, commentaires? On passe au vote. Et unanimement résolu. Au point 5.1, dans la section administrative, politique de dons et commandites. Considérant que la municipalité de Sainte-Luce souhaite encadrer de façon claire, équitable et transparente l'octroi de dons et de commandites, considérant que la municipalité reconnaît l'importance de soutenir certaines initiatives communautaires, culturelles, sportives ou sociales qui contribuent à la qualité de vie de ses citoyens, considérant qu'il est nécessaire de se doter d'une politique définissant les principes, critères d'admissibilité, modalités d'analyse et d'approbation des demandes de dons et de commandites, il est proposé d'adopter la politique de dons et de commandites de la municipalité de Sainte-Luce telle que présentée et jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que cette politique entre en vigueur à compter de son adoption par le conseil municipal, que l'administration municipale soit autorisée à appliquer la dite politique et à traiter les demandes conformément aux critères et limites budgétaires établis, que la présente politique remplace toute pratique antérieure relative aux dons et commandites, le cas échéant. La présente politique vise à définir clairement et à encadrer le processus d'évaluation des demandes de soutien adressées au conseil municipal de la municipalité de Sainte-Luce en tenant compte des orientations établies par ce dernier. Les principes directeurs, le conseil municipal n'accorde aucun don ni aucune commandite aux individus, aux commerces, aux entreprises et aux institutions privées. Le conseil municipal n'accorde aucun don ni aucune commandite pour des activités à caractère politique ou religieux. Les décisions sont prises par le conseil municipal selon les critères établis. Il lui incombe d'appliquer cette politique de manière juste et équitable pour chaque demande, en tenant compte de ses orientations et en gardant à la tête que la municipalité n'est pas un organisme subventionnaire. Les aides sont ponctuelles et limitées. Les demandes doivent être faites par écrit à la municipalité et assorties d'une lettre de présentation à la demande qui inclut sans illimité une description du projet ou de l'activité. Les demandes de dons et de commandites approuvées doivent avoir pour objectif
de servir l'ensemble de la collectivité de Sainte-Luce. Les objectifs principaux, encadrer l'octroi de dons et commandites afin d'assurer équité, transparence et saine gestion des fonds publics, définir des critères objectifs pour faciliter la prise de décision, soutenir des initiatives qui contribuent au bien-être collectif, au développement culturel, environnemental, sportif, éducatif, social et économique, respecter les capacités financières de la municipalité en établissant un cadre solide. Définition, un don, c'est une contribution financière, technique ou matérielle sans contrepartie publicitaire visant à soutenir un organisme ou un projet communautaire. La commandite, c'est une contribution financière, technique ou matérielle en échange d'une contrepartie telle qu'une visibilité ou une publicité pour la tenue d'événements, par exemple logo, mention dans un programme, etc. Organisme admissible, un organisme à but non lucratif, coopérative ou association dont les activités bénéficient aux citoyens de la municipalité, conseil municipal, désigne les membres du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Luce, local, désigne le territoire couvert par la municipalité de Sainte-Luce exclusivement, régional, désigne le territoire de la MRC de la Métis ou une partie de ce dernier, projet structurant, désigne une initiative portée par un organisme qui génère des retombées durables, significatives et positives pour la collectivité en améliorant la qualité de vie, l'attractivité ou le développement du territoire. Les critères d'admissibilité, l'organisme doit être sans but lucratif et reconnu légalement, par exemple comme un organisme de bienfaisance, offrir des activités accessibles aux citoyens de la municipalité, présenter des retombées sociales, culturelles, environnementales ou économiques positives, démontrer des efforts d'autofinancement et de partenariat, la priorité aux projets ou activités favorisant l'entraide, bénévolat, esprit communautaire, jeunesse, famille, culture, sport, environnement. Les critères pour déterminer les montants, nature et portée du projet ou de l'activité, événement local ou régional et projet structurant, la portée du projet ou de l'activité, impact sur la population, budget total du projet ou de l'activité et effort d'autofinancement, visibilité offerte pour commandite, historique d'aide du demandeur, capacité financière annuelle de la municipalité, balise indicative du montant qui pourrait être offert selon le type d'événement. Pour les événements locaux, les montants indicatifs sont entre 50 à 200 $, événements régionaux de 200 à 500 $, projet structurant plus de 500 $. Nonobstant ce qui précède, le Conseil se réserve le droit d'accorder toute forme d'aide qu'il juge appropriée au cas par cas. Les modalités d'application, le Conseil fixe un montant global pour dons commandites lors de l'adoption du budget en début d'année. Cette année, lors du budget, nous avons établi à 5 000 $ le total des dons. Il sera révisé à chaque année financière. Les demandes de dons et de commandites seront acceptées jusqu'à épuisement du budget. Les demandes de dons et de commandites de 500 $ et plus pourraient être assujetties à une reddition de compte à la demande du Conseil municipal. Le cas échéant, cette reddition vise à démontrer l'utilisation adéquate des fonds publics et doit inclure notamment une description du projet de l'activité, un résumé des dépenses appuyé par des pièces justificatives, les retombées pour la communauté de Sainte-Luce, la visibilité offerte à la municipalité ainsi que tout élément pertinent permettant d'évaluer la portée et l'efficacité du soutien accordé. L'entrée en vigueur de la politique entre en vigueur à compter de la présente et demeure en vigueur jusqu'à une décision contraire du Conseil municipal. Par conséquent, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption. Vicky, je propose. Questions, commentaires? Passe au vote. Donc, il est unanimement résolu d'adopter la politique de dons et commandites. Au point 5.2, appui aux journées de persévérance scolaire. Considérant que la région du Bas-Saint-Laurent a choisi de faire la réussite éducative et la persévérance scolaire une des 5 priorités régionales de la démarche Cosmos afin de mobiliser l'ensemble des partenaires concernés par cet enjeu. Considérant que la persévérance scolaire est étroitement liée à d'autres enjeux tels que la relève et la qualification de la main-d'œuvre, le développement social, la santé publique et la lutte à la pauvreté.
Considérant que la prévention du décrochage scolaire ne concerne pas exclusivement le monde scolaire, mais qu'il constitue un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement dès la petite enfance, et ce jusqu'à l'obtention d'un diplôme qualifiant pour l'emploi. Considérant que le Bas-Saint-Laurent a développé, par le biais de la démarche Cosmos, une culture d'engagement considérable en matière de prévention de l'abandon scolaire et que cette force de collaboration est reconnue à l'échelle provinciale. Considérant que les journées de la persévérance scolaire soulignées dans les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent par diverses activités dans les communautés se veulent un temps fort de l'année pour témoigner de la mobilisation locale et régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire. Par conséquent, il est proposé de déclarer la 3e semaine de février les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité, soit du 16 au 20 février 2026, d'appuyer les efforts des partenaires de Cosmos mobilisés autour de la lutte au décrochage, des partenaires des milieux de l'éducation, de la santé et des services sociaux, du municipal, de l'emploi, du communautaire et de la petite enfance, afin de faire de nos MRC des territoires valorisant l'éducation et comme un véritable levier de développement pour nos communautés, de nous engager à réaliser un geste concret favorisant la persévérance scolaire au cours de l'année 2026, continuer le partenariat entre la municipalité et les écoles de Sainte-Luce, décider de doubler les journées d'ouverture de la Maison des jeunes. Elle sera désormais ouverte le mardi. Des activités de sensibilisation variées ainsi que de l'aide aux devoirs y seront offertes. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Propose Michael. OK. Questions, commentaires? On passe au vote. Et unanimement résolu. Le point 5.3, appui financier à la 28e édition de Défi Ose entreprendre. Considérant la demande de soutien financier reçue le 19 janvier 2026, considérant que le Défi Ose entreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de plus de 57 000 personnes annuellement, des jeunes du primaire jusqu'à l'université, appuyés par leurs intervenants scolaires ainsi que des entrepreneurs, considérant qu'il est opportun pour la municipalité de Sainte-Luce de soutenir ce projet, comme les autres municipalités de la MRC. Pour ces motifs, il est proposé de verser une aide financière à développement métis de montant de 50 $ afin de soutenir le projet Défi Ose entreprendre Bas-Saint-Laurent pour sa 28e édition. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. François, je propose. Questions, commentaires? Passe au vote. Et unanimement résolu. Le point 5.4, le comité de constitution des comités et règles de fonctionnement. Considérant que le conseil municipal souhaite optimiser le fonctionnement de ces comités pour favoriser une saine gouvernance et une participation efficace des élus, considérant que le conseil souhaite gérer des dossiers municipaux en promouvant les meilleures pratiques en matière de planification et de transparence pour assurer une gestion rigoureuse des affaires publiques, considérant que le Conseil a pris connaissance des modalités de constitution des comités et de la mise à jour des mandats rattachés. Par conséquent, il est proposé d'adopter le document Constitution et fonctionnement des comités tel que présenté et joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, lequel définit les cadres d'intervention et les responsabilités de chaque instance. De nommer les élus identifiés au tableau des mandats pour représenter le Conseil au sein de chaque groupe respectif. Constitution et fonctionnement des comités. La nature et la mission des comités municipaux sont des instances de consultation et de réflexion. Leur mission est d'approfondir des thématiques spécifiques pour éclairer la prise de décision du conseil municipal par des recommandations objectives et ancrées sur les besoins de la population. Le comité agit à titre d'idéateur, il analyse, étudie, concerte et recommande. Le conseil demeure l'autorité décisionnelle, il délibère, il décide par voie de résolution en séance publique. L'administration planifie et exécute les décisions prises par le conseil en veillant au respect des orientations, objectifs, lois et règlements. Structure et soutien administratif. Par la présente, chaque comité nomme parmi ses membres un président qui anime les échanges et veille à l'atteinte des objectifs d'idéation, de réflexion et de recommandation. Secrétariat, un employé municipal est assigné à chaque comité et agit à titre de secrétaire. Il assure la préparation des ordres du jour en collaboration avec le président du comité,
présidente, rédige les comptes rendus et valide la faisabilité technique et réglementaire des propositions. Suivi des recommandations, les comptes rendus de chaque rencontre doivent être validés et signés par le président du comité ou la majorité des membres. Une fois signés, ils sont transmis à la direction générale pour être inscrits lors du jour d'un atelier de travail du conseil pour présentation et discussion. Mandat des comités. Le comité au point 4.1, vitalité et attractivité. Les élus nommés sur ce comité sont Mme France Lalonde et M. Carl de Champlain, et l'employé est Mme Émilie Martel. Leur rôle et responsabilité, communication, assurer une réflexion continue sur les outils de communication, veiller à la modernisation de la présence numérique, réseaux sociaux, sites web, et à l'efficacité des messages pour renforcer le sentiment d'appartenance des trois secteurs, maires, les villes et rangs. Au niveau des événements, assurer la liaison et assister aux rencontres de tourisme Sainte-Luce et exercer un rôle d'idéateur pour les activités municipales, concours de château de sable, culturel, rendez-vous de l'an, Sainte-Luce-sur-Mer, raconté par le fleuve, etc. Attractivité, favoriser l'accueil des nouveaux résidents et nouvelles entreprises, veiller au développement des trois secteurs. Le mandat du comité pour 4.2, sécurité publique. Les élus sont Mme Vicky Proulx et M. Carl de Champlain. Les employés sur ce comité sont M. Jonathan Saint-Laurent, directeur de la sécurité des services d'incendie, et M. Louis-Jérôme Pelletier, directeur des travaux publics. Service d'urgence, assurer une veille sur les enjeux liés aux services de sécurité incendie, de police et de sécurité civile. Sécurité routière, identifier sur l'ensemble du territoire les facteurs de risque affectant la sécurité routière pour tous les usagers. Sport et loisirs, élus, M. Michael Ouellette et M. François Gagnon-Lévesque. L'employé, M. Charles Isabelle, responsable des loisirs. L'analyse, identifier l'ensemble des sports et loisirs offerts et connaître les besoins de la population par groupe d'âge ou d'intérêt. Programmation, proposer au Conseil des programmes qui correspondent aux besoins identifiés et prévoir le calendrier annuel. Mise en place, élaborer des plans d'action, quoi, qui, comment, quand, et identifier les besoins en bénévoles ou en personnes ressources. Le point 4.4, le 200e et le patrimoine. Élu Yolande Hould, la mairesse, employé Émilie Martel. Célébration 2029, initier la réflexion sur la vision et l'organisation des festivités du 200e anniversaire de Sainte-Luce, soit les concepts, structures et structures de coordination. Patrimoine, définir les critères de caractérisation du patrimoine bâti, inventorier les sites d'intérêt et proposer un concept de circuit patrimonial. Au point 4.5, environnement et résilience, élu M. Alexandre Dion et M. Michael Ouellette. Employé, Mme Émilie Martel et Mme Lisa Chow. Adaptation et résilience climatique, analyser les impacts potentiels des changements climatiques et proposer des orientations pour adapter les mesures d'urgence aux nouvelles réalités environnementales, soit les submersions, tempêtes. Embellissement, faire le portrait des attraits actuels qui embellissent la municipalité et voir à leur bonification. Politique environnementale, assurer une veille stratégique et une mise à jour périodique de la politique environnementale et de ses plans d'action. Le comité agit comme moteur d'innovation pour proposer des pratiques exemplaires en développement durable, visant à positionner Sainte-Luce comme un leader régional en matière de protection des écosystèmes et de transition écologique. L'autre comité, c'est développement commercial et agricole, élu M. François Gagnon-Lévesque et Mme France Lalonde, employé Mme Émilie Martel. La veille, effectuer une veille stratégique sur les enjeux économiques locaux et recommander des mesures de soutien à l'investissement. Économie, proposer des actions pour le dynamisme des industries et assurer la liaison et assister aux rencontres du marché public. Participation, assurer le suivi des rencontres annuelles avec les commerçants ainsi que les agriculteurs, et agir à titre d'élu responsable des dossiers agricoles et commerciaux. Le comité consultatif en urbanisme, nous l'avions déjà approuvé. Alors, je vous le rappelle, les élus sont M. Alexandre Dion et M. François Gagnon-Lévesque, ainsi que Mme Lisa Chow. Donc, c'est d'analyser les demandes de dérogation mineure, les PIA de PPC-MOI, usage conditionnel et autres dossiers d'urbanisme. Ce comité est régi par les dispositions spécifiques du règlement R 2022-09 ainsi que par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Comité des ressources humaines, élu Vicky Proulx et Mme Vicky Proulx, Mme France Lalonde, employé M. Sheldon Côté.
Au niveau de la gestion, analyser les besoins organisationnels et recommander des orientations en matière de gestion du personnel et de relations de travail, siéger sur le comité de relations de travail. Modernisation des politiques, prendre connaissance des politiques actuelles en matière de ressources humaines et veiller à l'adoption de nouvelles politiques afin de s'assurer de préconiser des meilleures pratiques de gestion du personnel et de rétention et de climat de travail. Collaboration et respect des rôles. Donc, le point 5, c'est la confidentialité. Afin de protéger la qualité des échanges, la délibération des comités demeure confidentielle jusqu'à ce qu'un dépôt officiel soit fait au Conseil via la direction générale. Le rôle d'influence. Les membres du comité agissent comme un groupe de réflexion stratégique. Leur rôle est d'influencer les orientations futures, de réfléchir aux enjeux de fond et de recommander au Conseil des idées porteuses pour la municipalité. Décision, c'est le Conseil. En tant qu'autorité décisionnelle, le Conseil évalue les recommandations des comités pour en confirmer l'opportunité et la priorité. C'est par le Conseil que les réflexions du comité deviennent un mandat officiel pour l'organisation. Et le mandat, l'administration. L'appareil administratif ne débute la mise en œuvre opérationnelle qu'une fois que le Conseil a officiellement priorisé le mandat. La direction générale coordonne alors l'exécution des travaux avec le personnel. Par conséquent, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption du comité. Je propose Vicky. OK. Questions, commentaires? Passe au vote. Et unanimement résolu. Au point 5.5, approbation de l'état des personnes endettées envers la municipalité de Sainte-Luce pour les taxes municipales et droits de mutation. Considérant que la municipalité doit percevoir toute taxe municipale sur son territoire, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de transmettre au bureau de la MRC de la Métis la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer des taxes municipales, afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 10, 22 et suivants des codes municipaux. Donc, il est proposé que le directeur général et greffier trésorier transmettent avant le 20 mars 2026 au bureau de la MRC de la Métis la liste des immeubles joints en annexe pour qu'il soit procédé à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique, conformément aux articles 10, 22 et suivants du Code municipal, pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente. Qu'une copie de la présente résolution et du document qui y est joint soit transmise à la commission scolaire. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Carl, je propose. Questions, commentaires? On passe au vote. Et unanimement résolu. Je vais passer la parole à M. François Lévesque pour le point 6, urbanisme et environnement. Donc, urbanisme et environnement, remerciement de M. Pierre Laplante en 6.1. Considérant que M. Laplante a siégé au comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Luce, considérant l'engagement, la disponibilité et la qualité des interventions de M. Laplante tout au long de son mandat, considérant que sa participation a contribué de façon significative à l'analyse et à l'amélioration des dossiers en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Luce adresse ses sincères remerciements à M. Pierre Laplante pour son implication et son apport au sein du comité consultatif d'urbanisme et lui souhaite le meilleur succès dans ses projets futurs. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose Michael. Questions, commentaires? Les votes. Donc, unanimement résolu. Il est unanimement résolu en le point 6.1. Comme on l'a mentionné, 6.2, 6.3, 6.4 sont reportés. Il y a eu une erreur dans l'affichage au niveau du site Internet. Donc, dans un but de bien faire les choses, on va devoir réafficher tout ça à ce moment-là. 6.5, demande d'usage conditionnel, 496 route 132S. Considérant la demande pour un usage conditionnel présenté pour la propriété du 496 route 132S, étant constitué du lot 3 464 133 du cadastre du Québec
et identifié au rôle d'évaluation de la municipalité sous le matricule 4582-76-7287 à l'effet d'autoriser l'usage résidence de tourisme au 496 route 132 S, considérant que la propriété se situe dans la zone 210 VLG et que cette zone est une zone admissible dans les grilles d'usage, considérant que la propriété visée a été initialement érigée à titre de résidence principale et qu'elle a conservé cette vocation la majeure partie du temps, ne répondant pas aux critères de résidence secondaire préexistante, considérant que la conversion de ce bâtiment en résidence de tourisme entraînerait une diminution nette du nombre de logements disponibles pour l'occupation permanente au sein de la municipalité, considérant que les membres du Conseil consultatif d'urbanisme ont adopté le 12 août 2025 la résolution 2025-08-47 à l'effet de refuser la demande pour un usage résidence de tourisme. Pour ces motifs, il est proposé de refuser la demande d'usage conditionnel pour le 496 route 132 S tel que décrit précédemment. J'ai besoin d'un proposeur. Vicky, je propose. Questions, commentaires? Les votes. Il est unanimement résolu. 6.6. Demande de dérogation mineure au 24A route du fleuve S. Considérant la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété du 24A route du fleuve S étant constituée du lot 3 464 467 du cadastre du Québec et identifié au rôle d'évaluation de la municipalité sur le matricule 4078-69-0578, à l'effet d'autoriser la construction d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage en la 143 VLG, dont la largeur du mur latéral est de 5,39 mètres, alors que le règlement de zonage R 2009-114 exige une largeur minimale de 7,3 mètres pour le mur latéral d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage. Que le bâtiment soit implanté à 3,85 mètres de la marge de recul avant, alors que le règlement de zonage exige une marge de recul de 6 mètres et que le perron et l'escalier extérieur empiètrent dans la marge de recul de 4 mètres, soit à une distance d'au plus 1,85 mètres de la ligne avant, alors que le règlement de zonage exige que les perrons et les escaliers extérieurs ne menant pas à un étage supérieur au rez-de-chaussée ne doit pas excéder 2 mètres à l'intérieur de toute marge de recul, soit une distance de 4 mètres pour la zone 143. Considérant que la demande vise une réduction substantielle des marges de recul afin de permettre une construction dans une zone autrement non constructible, considérant que le Conseil juge que la nature de la demande n'est pas mineure, compte tenu de l'ampleur de la dérogation demandée par rapport aux normes établies, considérant que la réglementation en vigueur limitant la zone constructible sur ce terrain a été spécifiquement constituée pour répondre à des critères réels d'érosion et de submersion côtière, considérant que l'absence d'espace constructible sur ce lot n'est pas le fruit de marges de recul trop restrictives, considérant qu'accorder une réduction des marges dans ce contexte irait à l'encontre des objectifs de sécurité publique ayant motivé l'adoption de la réglementation et pourrait exposer des biens et des personnes à des risques prévisibles, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont adopté le 28 janvier 2026. Pardon? Ouais, OK. La demande de dérogation mineure en vue d'autoriser la construction d'une habitation unifamiliale, considérant qu'aucun citoyen ne s'est adressé au... Ah, OK. Ouais, c'est ça. Donc, on ouvrirait une période de questions concernant cette demande de dérogation. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut nous parler, de se présenter au micro, s'il vous plaît. Considérant qu'aucun citoyen ne s'est adressé au Conseil pour poser des questions relativement à la dite demande de dérogation mineure, pour ces motifs, il est proposé que le Conseil prenne la décision finale de refuser la demande de dérogation mineure pour le 24A, route du fleuve S, tel que décrit précédemment. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Vicky, je propose. Questions, commentaires? Les votes?
Il est unanimement résolu de refuser la demande. « 6.7. Présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 107 Route du Fleuve. Considérant le PIA présenté pour la propriété du 107 Route du Fleuve Ouest étant constitué du lot 3 689 382 du cadastre du Québec et identifié au rôle d'évaluation de la municipalité sous le matricule 38 78 59 01 43 à l'effet de permettre le remplacement d'un revêtement de toiture de bardeaux d'asphalte par un nouveau revêtement de tôle d'acier prépeint. Considérant que les modifications proposées sont basées sur des fondements historiques et tentent de donner une apparence compatible avec l'âge et le style architectural de la construction, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont adopté le 28 janvier 2026 la résolution 2026-0105 à l'effet d'appuyer le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Là, je faut toujours la dernière question. Non, pas ça. OK, parfait. Donc, par conséquent, il est proposé d'accepter le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 107 Route du Fleuve Ouest tel que décrit précédemment. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose France. Questions, commentaires? Les votes? Pour. Donc, il est unanimement résolu d'accepter la demande. 6.8. Présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 15 Route du Fleuve S. Considérant le PIA présenté pour la propriété du 15 Route du Fleuve S, lot 3 464 508, le matricule est le 4078-29-99-64, visant à la construction d'une habitation unifamiliale isolée. Considérant que le projet respecte les critères d'intégration architecturale suivantes, le revêtement extérieur, la volumétrie et la toiture s'harmonisent avec le caractère patrimonial et maritime des lieux ainsi qu'avec les bâtiments voisins. La hauteur du bâtiment préserve les percées visuelles sur le fleuve Saint-Laurent et l'église de Sainte-Luce pour les propriétés voisines. L'implantation respecte l'alignement général des bâtiments de la rue et préserve les caractéristiques naturelles du site. Le bâtiment complémentaire est annexé au bâtiment principal. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a adopté la résolution 2026-0106 le 28 janvier 2026, appuyant le PIA, il est proposé d'accepter le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 15 Route du Fleuve S. Cependant, le conseil recommande que le mur avant du garage soit aligné avec celui de la résidence ou implanté en retrait afin de réduire son impact visuel depuis la rue. J'ai besoin d'un proposeur. Carl, je propose. Merci, Carl. Commentaires, questions? On passe au vote. Unanimement résolu d'accepter la demande. Pardon. 6.9. Présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 158 Route du Fleuve S. Dans mon document. Considérant le PIA présenté pour la propriété du 158 Route du Fleuve S, le lot 3 465 085, matricule 4280 70 45 59, visant le remplacement de la porte en bois de l'élévation avant par une porte en acier et le remplacement de la fenêtre nord de l'élévation est par une porte en acier. La porte en acier. L'élévation S, c'est une fenêtre. S par une porte en acier. Par contre, oui. Merci. Considérant que les modifications proposées sont basées sur des fondements historiques et compatibles avec l'âge et le style architectural de la maison, respectent les caractéristiques architecturales sans les détruire ou les camoufler, s'inspirent de l'architecture traditionnelle du secteur. Considérant que le CCU a adopté la résolution 2026-0107 le 28 janvier 2026, appuyant le PIA. Par conséquent, il est proposé d'adopter le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 158 Route du Fleuve S.
Le Conseil recommande que les sections vitrées des portes forment un quadrillage de 4 carreaux afin de reprendre le format des fenêtres de carreaux de la résistance. J'ai besoin d'un proposeur. Propose Michael. Si Michael les vote. Unanimement. Par conséquent, il est unanimement accepté. Unanimement. Résolu et accepté le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 158 route du Fleuve-Est. 6.10. Avis de motion du règlement numéro R26-421. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un PCC-moi, visant à autoriser la construction d'un projet d'ensemble résidentiel constitué de 2 habitations multifamiliales sur la rue des Marais, correspondant au lot 6 580 553 et au lot 6 580 554 du cadastre du Québec. L'avis de motion est donné par l'effet que lors d'une... Ah! Faut que tu demandes à un proposeur pour la motion. Ah, Seigneur. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, France. Merci. Ah. Questions, commentaires? Non, faut que tu continues. Ouais. Comment ça, Tu n'as pas besoin de questions, commentaires. Ça. Ah, Il n'y a parce pas que de vote. C'est juste Ouais, une je comprends. Bon, je continue. Je m'excuse. Je vais me démêler. Avis de motion est donné par effet que lors d'une prochaine séance du Conseil, que le règlement numéro R2026-421, projet particulier de construction, le PCC-moi, visant à autoriser la construction d'un projet d'ensemble résidentiel constitué de 2 habitations multifamiliales sur la rue des Marais, correspondant au lot 6 580 553 et 6 580 554 du cadastre du Québec, sera présenté pour adoption. 6.11. Dépôt du premier projet de règlement numéro R26-421, un autre PCC-moi, visant à autoriser la construction d'un projet d'ensemble résidentiel constitué de 2 habitations multifamiliales sur la route des Marais, correspondant au lot... OK, c'est qu'on le fait en même temps. Oui, on le fait, on va le... Au lot 6 580 553 et au lot 6 580 554 du cadastre du Québec. Considérant que la municipalité a adopté le règlement 2024-406 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PCC-moi. Considérant qu'une demande d'autorisation a été déposée afin de réaliser un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Considérant ce projet a pour objet de permettre la construction de 2 habitations multifamiliales de 2 étages comportant 4 logements pour un total de 8 logements. Considérant que les 4 logements localisés au niveau du rez-de-chaussée seront des logements adaptables et que ce projet particulier contribuera à réduire la pénurie de logements pour les personnes à mobilité réduite. Considérant que ce projet particulier respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la municipalité. Considérant que ce projet particulier respecte les critères d'évaluation contenus au règlement R2024-406. Considérant que le 28 janvier 2026, ce projet particulier a été soumis au comité consultatif d'urbanisme, lequel recommande au conseil municipal de l'accepter. Considérant qu'un avis de motion de la présentation de ce règlement a été donné à la séance extraordinaire du conseil en date du 9 février 2026. Pas une séance extraordinaire. Non, pas Une séance ordinaire. Non, le 9 février. Ouais, c'est une séance ordinaire. On va le corriger. Par conséquent, Là, on a besoin d'un conseiller. je dépose le projet de règlement. Ouais. Ouais, c'est moi qui le propose. C'est toi, tu peux me donner France. C'est France qui a déposé l'avis de motion. C'est l'avis de motion qu'il faut. Ouais. Et puis la deuxième, c'est le même. Okay. C'est la même personne, c'est France. OK. Par conséquent, France Lalonde dépose le projet de règlement, c'est ça? Oui, je propose France. 2026-401 visant à approuver le projet particulier de construction de modification d'un immeuble PCC-moi. Les plans sont énumérés au tableau numéro 1. Les normes faisant l'objet d'une dérogation ainsi que la portée et l'effet de l'autorisation sont décrites au tableau numéro 2. Et les conditions assorties à l'autorisation sont énumérées au tableau numéro 3, le tout faisant partie intégrante du règlement. Je sais qu'il n'y a pas dans le site document, là, je pense que les gens ne peuvent pas tous voir le tableau. Est-ce que je lis le tableau? Ou... Monsieur le directeur, il faut lire le tableau. Oui. OK. Tableau 1. Identification des plans illustrant l'implantation et les caractéristiques architecturales du projet. Numéro de plan 1 de 9, plan d'implantation. 2 de 9, le plan de rez-de-chaussée bâtiment. 3 de 9, plan étage bâtiment. 4 de 9, élévation avant et droite bâtiment.
5 de 9, élévation arrière et gauche, bâtiment B1. 6 de 9, plan de rez-de-chaussée, bâtiment B1. 7 de 9, plan d'étage, bâtiment B1. 8 de 9, élévation avant et droite, bâtiment B1. 9 de 9, élévation arrière et gauche, bâtiment A1. Plan émis pour le PCC-moi réalisé par Joanie Dubé, architecte, en date du 12 janvier 2026. Numéro 1. Article 6.18 du règlement de zonage. Superficie minimum de terrain. La superficie d'un terrain pour la réalisation d'un projet d'ensemble résidentiel ne peut être inférieure à 5000 m². Portée de l'autorisation, la superficie des lots 6 580 553 et 6 580 554 qui constituera un seul lot dans le projet d'ensemble résidentiel est de 2378,1 m². Article 6.19 du règlement de zonage, lot distinct. Chaque bâtiment principal faisant partie d'un projet d'ensemble résidentiel doit être érigé sur un seul lot distinct. 2 bâtiments principaux seront érigés sur un même terrain. Alinéa 1, article 6.21 du règlement de zonage, les cours pour un ensemble d'habitations multifamiliales. La cour adjacente à une salle de séjour a une profondeur minimale de 7,5 mètres pour chaque bâtiment principal faisant partie d'un ensemble d'habitations multifamiliales. La cour adjacente à une salle de séjour pour le bâtiment B au coin sud a une profondeur de 6 mètres. Article 2, alinéa 2, article 6.21 du règlement de zonage, les cours pour un ensemble d'habitations multifamiliales. La cour adjacente à une pièce habitable autre qu'une salle de séjour a une profondeur minimale de 5,5 mètres pour chaque bâtiment principal faisant partie d'un ensemble d'habitations multifamiliales. La cour adjacente à une pièce habitable autre qu'une salle de séjour pour les 2 bâtiments sont d'une profondeur de 2 mètres. Pardon. Alinéa 3, article 6.21 du règlement de zonage, les cours pour un ensemble d'habitations multifamiliales. La cour adjacente à une pièce non habitable a une profondeur minimale de 4 mètres pour chaque bâtiment principal faisant partie d'un ensemble d'habitations multifamiliales. Les cours adjacentes à une pièce non habitable pour les 2 bâtiments sont d'une profondeur de 2 mètres. 6. Grille des normes d'implantation de la zone 130 HMD du règlement de zonage du règlement R2023-367. La marge de recul latéral combinée pour le projet d'ensemble résidentiel est de 4 mètres. La marge de recul latéral combinée minimum est normalement de 5 mètres. L'article 10.13 du règlement de zonage, dimension des cases de stationnement et des allées de circulation. La largeur minimum d'une case de stationnement est de 2,7 mètres. La largeur d'une case de stationnement est de 2,5 mètres. Tableau 3, conditions assorties à l'autorisation du projet. Le nombre d'arbres indiqué au plan 1 de 9, intitulé Plan d'implantation, doit être respecté de manière à garantir la présence d'au moins 12 arbres sur le terrain. De plus, 4 de ces arbres doivent être implantés dans la cour avant des bâtiments. Les conteneurs à déchets devront être dissimulés derrière une clôture. Oui, exactement. Par conséquent, Fait que là, il faut que je remonte en haut. c'est tout. Après qu'on a fini au niveau du step. Fais-tu un vote? Donc, on n'a pas besoin de vote. OK. Correct. Un vote, OK. Après un vote, hein? C'est bon. Proposeur puis un vote? Donc, je demanderais un proposeur pour le... France, je propose. C'est ça, j'avais lu avant, là, je m'excuse. Questions, commentaires? Les votes? Pour? Unanimement résolu. C'est avec un grand plaisir que je vous redonne le micro, malheureusement. C'est des votes. Alors, nous allons passer au point 7.1, programmation au niveau des loisirs de la Floconfête. Considérant que la municipalité de Sainte-Luce organise annuellement des festivités hivernales visant à favoriser la vie communautaire, l'animation du milieu et l'attractivité du territoire, considérant que le Floconfête 2026 se tiendra du 20 au 22 février 2026, considérant que la programmation proposée par le Floconfête 2026 a été présentée aux membres du conseil municipal,
que le conseil municipal, il est proposé que le conseil municipal accepte la programmation de la Flocon Fête 2026, laquelle se tiendra du 20 au 22 février, que M. Charles Isabelle, coordonnateur des loisirs, soit autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires à la tenue de cet événement, conformément au budget et autorisations en vigueur. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Propose Michael. OK. Questions, commentaires? On passe au vote. Oh, Et unanimement résolu de l'activité de Flocon Fête. Travaux publics au point 8.1. Amendement de la politique de déneigement. Considérant que la municipalité s'est dotée d'une politique de déneigement afin d'assurer la sécurité des piétons, des automobilistes et de la fluidité des déplacements durant la période estivale. Considérant hivernale, pardon, je suis déjà rendu à l'été, moi. On a En out. Donc, de la période hivernale. Considérant que l'article 2.3 de la dite politique identifie les trottoirs faisant partie de déneigement prioritaire. Considérant qu'il est opportun d'ajouter le trottoir situé sur la rue Saint-Elzéar à la liste des trottoirs déneigés afin d'améliorer la sécurité et l'accessibilité par les usagers. Considérant que le conseil municipal juge cette modification conforme aux objectifs de la politique de déneigement, il est proposé de modifier la politique de la municipalité, la politique de la municipalité soit modifiée afin d'ajouter le trottoir de la rue Saint-Elzéar à l'article 2.3, voyons, intitulé Trottoir déneigé, que l'article 2.3 soit amendé pour inclure explicitement le trottoir de la rue Saint-Elzéar parmi les trottoirs déneigés par la municipalité, que cette modification entre en vigueur conformément aux dispositions prévues à la politique de déneigement et aux lois applicables. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. propose François. François, questions, commentaires? Passe au vote. Et unanimement résolu. Point 9, sécurité publique. Entente intermunicipale avec la ville de Rimouski au niveau du plan d'entraide mutuelle en matière de sécurité incendie et de secours. Considérant que chaque municipalité peut, conformément à la loi sur la sécurité incendie, la loi, établir des tarifs pour l'utilisation des services de sa brigade des incendies. Considérant qu'il y a lieu de définir des modalités de fonctionnement et de tarification d'une assistance mutuelle des services d'incendie, il est proposé d'accepter les termes et conditions du plan d'entraide mutuelle en matière de sécurité incendie et de secours à intervenir entre la municipalité de Sainte-Luce et la ville de Rimouski relativement à l'entente intermunicipale établissant un plan d'entraide mutuelle en matière de sécurité et de secours, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier, M. Sheldon Côté, à signer le dit avenant pour et au nom de la municipalité de Sainte-Luce. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Carl, je propose. Questions, commentaires? Alors, on passe au vote. Unanimement résolu. Le point 10, développement. Programmation dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2024 à 2028. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, TEC, pour les années 2024 à 2028. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Par conséquent, il est proposé que la municipalité de Sainte-Luce s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La municipalité de Sainte-Luce s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci
des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de l'ATEC 2024-2028. Excuse, Yolande. Oui, Dans le considérant suivant, là, il y avait une petite erreur dans. ouais, je l'ai pris en note. Est-ce que tu veux continuer? Oui, je pourrais juste lire celui-là si jamais. Là. OK, vas-y. Donc, la municipalité de Sainte-Luce approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux ci-jointes à la présente résolution pour la construction d'un nouveau poste de dégrillage et de relèvement à l'entrée des étangs aérés du secteur Luceville, ainsi qu'il y avait une bonification là, de la TEC qui a été utilisée pour l'aménagement du parc Maud-Charon, ainsi que tous les autres documents exigés par le ministère en vue de revoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je complète. Vas-y. La municipalité de Sainte-Luce s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux pour la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. La municipalité de Sainte-Luce s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité de Sainte-Luce s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Ce sera quelqu'un d'en faire la proposition. OK. Demande de proposant. Vicky, je propose. Questions, commentaires? On passe au vote. Et unanimement résolu. Alors, nous sommes rendus au point 11, aucune correspondance. Au point 12, aucune affaire nouvelle. Nous serions rendus à la période de questions. Pardon, Yolande. Oui. Pour les affaires nouvelles, je vois qu'il y a plusieurs agriculteurs dans la salle. OK. Ah oui. Puis probablement aussi des gens qui ont des commerces. Mercredi, c'est-à-dire le 11 février, il va y avoir quelqu'un de la MRC pour présenter la gestion des matières résiduelles. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes invité à venir participer. C'est à 18h30. Hein? Parle un petit peu dans le micro. 19h30. 19h30. Effectivement, oui, à la salle de pratique. Et est-ce que ça va être en direct et enregistré? On avait demandé, ça va être Oui, tout possible? à fait, un lien va être fait. Là, ça va être possible d'assister à la rencontre aussi par visioconférence. Des questions vont pouvoir être posées aussi par visioconférence. Puis ça va être enregistré également puis mis sur notre site web pour consultation ultérieure. Oui, c'est ici. Ici, moi, oui. Avez-vous d'autres informations à transmettre? Non? C'est beau. Parfait. Alors, nous serons rendus au point 13, à la période de questions. Alors, nous vous invitons à vous présenter au micro pour poser vos questions. Il n'est pas vert. Peut-être qu'on va. Bonsoir, Victor Carrier. Vous avez parlé dans un point de l'éolien. Il ne faut pas qu'il y ait d'éoliennes en bas des tours électriques. Ça inclut-tu sur les producteurs qui voudraient s'installer une éolienne pour leur consommation personnelle? Les fermes, mettons, qui voudraient mettre une éolienne pour leur consommation personnelle, ça fait-il partie de ce règlement-là? Parce que ce n'est pas une grosse éolienne comme les éoliennes. Il me semble qu'il n'y a aucune éolienne qui doit s'installer parce qu'il y a eu, comment on appelle ça? Oui, exactement. Oui, mais là, c'est quand même pas la même capacité d'éolienne et la même grosseur. Là, ça ne sera pas la même hauteur. Je voudrais juste, ça serait vérifié si ça fait partie du même programme. Je sais qu'on a un numéro de règlement, mais je pense qu'on a vérifié ça avec Sheldon. Je vais lui laisser répondre. Si je peux me permettre, là, la prohibition là, des éoliennes entre la ligne d'Ozo, fait entre le fleuve Saint-Laurent puis la fameuse ligne d'hydro, passé le 3e rang, c'est pour les éoliennes commerciales et non pour des domestiques. OK, comme ça, le producteur, ça serait domestique, c'est pas commercial.
Ça serait à évaluer, là. C'est une une bonne question. Est-ce que le producteur ou la personne en question devrait présenter son projet pour que ça passe au CCU, quoi que ça? J'imagine que. Mais ça ne donne rien de présenter un projet si on se dit que c'est pas correct. On est mis sur le D'accord. plan si c'est correct. Après ça, on peut présenter un projet. Non, D'accord. je m'excuse, c'est la même chose pour les éoliennes domestiques. Les éoliennes domestiques sont aussi prohibées Oui. entre la ligne des Hautes-Eaux et la ligne de transport d'énergie. OK. Donc, Parfait, merci bien. J'aurais une deuxième question, je peux. il n'y a pas personne en arrière de vous, allez-y. Au niveau des taxes municipales, Oui. je voudrais savoir la proportion des taxes qui rentrent au conseil, qui rentrent à la municipalité qui provient du secteur agricole. Est-ce qu'on peut savoir ça, Nancy? On n'a pas ça actuellement, là. Parfait, merci bien. Bonsoir, Marie Côté. J'ai deux questions. La première, je voudrais savoir, il était question d'un budget pour les dons. Vous n'avez pas parlé du montant. C'était quoi votre budget? Le budget pour les dons, il a été voté à même le budget lors du 29 janvier, si je me souviens bien. On avait mentionné 5 000 $. OK. Alors, ça, c'est ce que vous avez pour toute l'année, là. C'est pour ça que vous avez déjà établi des. D'accord. Je vous remercie. La deuxième question, c'est que vous parlez des comités et des règlements de fonctionnement. Puis, j'ai vraiment pris en note que vous disiez que c'était pour répondre aux besoins de la population. Ma question, c'est, j'ai pas entendu parler qu'il y avait une participation des citoyens. Ça n'a pas été mentionné aucunement. On parle des élus sur chacun des comités et des employés, mais aucunement d'une participation citoyenne, excepté pour le code des marchés publics, pour certaines entités. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il va y avoir des gens, des citoyens qui en feraient partie? Parce que sinon, comment on s'assure de répondre aux besoins de la population si elle ne participe pas? Oui, effectivement, il va y avoir des citoyens, des citoyennes qui vont y participer. Le seul élément, c'est qu'on doit faire un appel à tous pour être capable de connaître le nombre de personnes qui veulent participer à des comités. Et ensuite, à l'intérieur du comité, la seule chose qu'on ne pouvait pas établir, c'était le nombre de personnes par comité. Alors, ça, c'est un petit peu plus difficile. Alors, on sait on a des élus, ça c'est officiel. On a également quelqu'un de la municipalité. Et puis ensuite, l'appel à tous pour faire partie des comités, ceux qui ont d'intérêt. On espère qu'on va être capable d'en avoir un certain nombre significatif. Et puis, ils vont travailler ensemble à ce niveau-là parce qu'on le fait pour eux, parce qu'on ne veut pas nécessairement décider, mais on veut être capable de sonder le terrain. Et ce sont ces gens-là qui sont sur le terrain qui vont pouvoir nous amener des besoins, des idées, qui vont être discutés à l'intérieur des comités. Et puis ensuite, qui vont être déposés au conseil municipal pour... mais en réalité, vous devriez avoir comme un nombre maximal, là, parce que... C'est ça. Bon fonctionnement, on Oui. n'a pas le choix. Là. Oui, on va les établir. Je pense que c'est un élément qu'on va regarder pour pouvoir établir le nombre de personnes, de citoyens. On connaît un groupe. Ça peut aller de 5. Il faut que ce soit pas trop, mais juste assez pour que ce soit vraiment représentatif. Oui, alors, le nombre, on va les préciser. Je pensais que ça serait déjà établi dans vos règles de fonctionnement. Ça aurait été comme le moment de le faire. Hein? Oui, bien, je pensais il me semble qu'on en avait parlé, mais je pense que c'est comme on va le rectifier pour être capable de mettre le nombre maximal, minimal et maximal pour être capable que le conseil va fonctionner. Fait que je pense qu'on va le prendre en note, puis on va revenir avec ça. Merci. Merci, Paul. Wow. On pourrait le corriger. Bonsoir. Bonsoir. Désolée, je suis vraiment gênée. C'est la première fois que je parle dans un Quel est votre nom, s'il vous plaît? Votre famille? Stéphanie Soucy. Oui. Bonsoir, On m'a Stéphanie. suggéré de poser ma question ici. Je ne sais pas si c'est vraiment la place. Allez-y. J'ai envie d'acheter une résidence qui est déjà établie pour touristique. Quand elle a été construite dans ce but-là, puis sur le rôle municipal, il est marqué résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet. Ce que je veux savoir, moi, c'est bien personnel ma question. Est-ce qu'elle va rester ce rôle-là ou quand je vais l'acquérir, ça ne sera plus existant puis je ne pourrai pas faire ce qu'elle fait en ce moment depuis
une quinzaine d'années, dans le fond. Là. OK. Je pense que c'est peut-être que ça devrait être regardé avec de l'urbanisme à ce niveau-là, parce que là, je ne peux pas vous donner d'informations, je ne peux pas vous dire si oui ou non. Je pense que Sheldon, tu veux compléter là, le processus qu'elle puisse suivre. Oui, ben, c'est une bonne question. Effectivement, là, passer par la porte d'entrée du service d'urbanisme. OK. Parce qu'on va la poser ici, puis que j'étais comme OK, mais je peux te parler à quelqu'un privé ou faut Ben, ça sera analysé. Est-ce que ça nécessaite une nouvelle demande d'usage conditionnel? En fait, je veux garder ce qu'elle a comme rôle en ce moment, puis l'acquérir. Okay. Fait que je ne sais pas. Je vais regarder plus en détail. Est-ce que vous allez la changer si ça change de propriétaire? Est-ce que vous avez le droit ou vous êtes dans les lois de rester ça comme elle est là? C'est un droit acquis quand c'est déjà comme ça ou ça tombe que là, ça devient votre décision de le poursuivre ou pas par la suite quand on agit? Il faut regarder au cas par cas. Là, je m'excuse. OK. Prendre rendez-vous avec le service d'urbanisme, on peut regarder votre dossier en particulier. OK. Puis voir quelles sont les demandes, si dans le cas échéant, là, que vous devriez faire. OK. Bien, parfait. Merci. Donc, c'est juste pour donner une précision, parce que la question avait déjà été posée. Puis quand tu es Airbnb, que quand tu l'achètes, le Airbnb n'est pas transférable. Il faut que tu fasses une nouvelle demande pour avoir droit au Airbnb. Faut le regarder, moi, c'est ça. Je pense que si c'est une auberge, ça peut demeurer une auberge, mais si c'est une maison familiale, là, ça serait à voir, comme M. Carrier l'a dit, je pense que ça aurait plus de bon sens. Mais c'est pour ça que c'est du cas par cas, ça va dépendre de l'adresse puis qu'est-ce qu'elle est la maison. Fait que peut-être prendre rendez-vous avec l'urbaniste. Juste pour compléter, là, mais tout ce qui est question de droit acquis puis tout ça, là, souvent, c'est très... malheureusement, c'est toujours dans une zone grise. Le droit acquis n'est pas défini par un règlement ou par une loi, c'est vraiment au propriétaire de démontrer l'existence d'un droit acquis. Fait que, ça nous fait plaisir d'accompagner les propriétaires pour voir et essayer de défricher ça un peu. Là. Mais c'est vraiment, quand il est question de droit acquis, c'est vraiment du cas par cas. Bonsoir, je voulais juste m'assurer qu'il n'y ait personne d'autre avant moi pour être, c'est-à-dire après, plutôt pour dominer, disons, la période de questions. Mon nom est Joël Gagnon, je suis très content d'être ici et je vous félicite d'une décision que vous avez prise ce soir de refuser une demande conditionnelle concernant le 496 route 132 Est. Vous l'avez refusé pour faire en sorte que ça ne diminue pas le nombre de logements. Et si je veux prendre la balle au bon par rapport à la question qui a été demandée à la dame, je fais référence au règlement, puis ça, c'est public, donc ce n'est pas une information particulière que je donne ici. Il est bien stipulé dans le règlement 2025-414, la conversion du bâtiment en résidence de tourisme. Donc, on parle ici d'une conversion. La conversion du bâtiment en résidence de tourisme ne doit pas entraîner une diminution du nombre de logements disponibles dans la municipalité. Étant donné que c'était déjà une maison en touriste, ça ne diminue donc pas, selon toute vraisemblance et selon toute logique, ça ne diminue pas le nombre de logements. Donc, en tout cas, je ne donne pas une réponse, là, mais je dis le règlement ici. Alors, je tenais à vous féliciter de ceci. Mais, excuse, M. Gagnon, c'est un critère d'évaluation, mais ce n'est pas nécessairement un règlement. C'est marqué règlement ici, là. Mais le règlement porte comme titre critère d'évaluation pour des résidences de tourisme. D'accord, c'est l'article 4 du règlement, c'est bien marqué adoption du règlement 2025-414. Je veux juste faire attention à l'information qu'on circule. D'accord. En tout cas, j'espère que vous allez tenir compte justement de cet ajout dans ces critères d'évaluation concernant ce règlement-là qui a été adopté l'an dernier. C'est ça par l'autre conseil. Je trouve ça très important. Et justement, par rapport au Airbnb, parce que je trouve que c'est un sujet important, vous avez dit que les quatre dossiers seraient reportés. J'aimerais savoir la date que ça va être reporté. J'imagine que c'est lors de la prochaine séance, quoi? Exactement. OK.
Et une question sous-jacente par rapport à ça, quand ça va être présenté, est-ce que vous allez voter immédiatement ou si vous allez ajourner et en parler en atelier de travail entre le conseil ou si vous allez voter directement à la séance de consultation? On ne peut pas vous le dire, on va le constater sur place. Ça dépend si on a des gens qui s'y opposent ou quoi que ce soit. Alors, on va voir le prochain conseil parce que ce sont des points à discussion également avec des citoyens aussi. Ils peuvent faire une période de questions aussi dans ces. Donc, vous allez allez discuter avec les citoyens avant la rencontre de... Ben non, on va déposer le projet. Après ça, ben, je pense qu'on a une période de questions, si je me souviens bien. c'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, on va, une période de questions, puis après ça, on va voir, selon les questions qui vont être posées, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là. Je ne peux pas vous le dire actuellement, là, on va y aller cas par cas lors de la prochaine réunion du conseil. Si vous votez directement tout de suite après la séance de consultation, ça veut dire que votre idée va se baser non seulement sur les questions qui vont être mises qui vont être posées par les citoyens, mais que vous avez peut-être déjà votre idée en tête. Étant donné qu'on vote directement, peut-être que ça demanderait réflexion ultérieure avec le conseil. Moi, c'est mon opinion. Si vous voulez tenir compte pas des critères, mais des propos des citoyens. Je peux vous assurer que chaque dossier est vraiment pris en considération lors de nos séances de travail. Et on travaille également avec les membres du CCU, de notre urbanisme, pour s'assurer qu'on prend les meilleures décisions possibles pour l'ensemble de la population. Ça, c'est certain. Oui, alors, c'est bien analysé. Il reste à voir ensuite si on a des gens qui posent des questions. Et là, on verra à ce moment-là. Mais pour le moment, quand on arrive, c'est parce qu'on avait vraiment fait notre travail de vérification. Oui, vous aviez déjà mentionné ça dans votre préparation concernant les élections. Donc, ça, j'ai lu ça. Je me pose la question concernant le CCU, ou en tout cas l'urbanisme. J'ai compris que c'était M. François Gagnon-Lévesque qui prenait parole. Alors, vous déléguez un petit peu les responsabilités. Lorsqu'il y a question de vote, ça doit être vous, je crois, qui demandez le vote, par exemple, là, madame. Mais on a posé la question et puis notre directeur nous dit qu'il pouvait demander le vote. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, l'objectif est que les gens qui travaillent sur des dossiers, on veut les faire participer également, que ce ne soit pas toujours la maire qui parle. Et puis, s'il y a des questions, mais ils sont capables de répondre. Alors, on essaie d'impliquer nos conseillers, pas juste de voter. Vous en félicite. Je trouve que c'est une bonne idée. Eh bien, c'est ce que l'on fait. C'est pour ça qu'on a un autre conseiller aussi qui est sur le CCE, qui est M. Alexandre Dion, qui, lui, est absent actuellement, mais lui aussi participe au même titre que les gens qui vont avoir des dossiers. Les comités vont faire les comptes rendus au niveau de chacun des comités parce que c'est des gens qui sont avec le peuple, les citoyens. Alors, il faut les écouter aussi, nos conseillers. Ils nous apportent beaucoup d'informations du terrain. Je suis très réceptif par rapport aux différentes raisons de refuser des Airbnb. J'ai demandé à l'ordinateur de me sortir les raisons, quelles étaient les raisons, et il y en a 7 qui ont sorti, et j'espère que vous allez être conscient de ça, je pourrais vous les partager. J'ai une question concernant le directeur général. J'avais fait, lors de ma précédente intervention, une proposition à l'effet que les citoyens dans la salle aient les documents des propositions qui sont demandées qui sont proposées plutôt par le conseil. J'ai remarqué que vous aviez peut-être 4 ou 5 pages. Notre document qui nous est distribué en a 30 feuilles. Donc, je pense que ce n'est pas une économie de pages qu'on pourrait avoir ces propositions-là. Et vous m'avez dit, Monsieur Côté, que c'était possible de remettre ça. Vous m'aviez dit ça lors de ma question. Oui. En tout cas, des vérifications ont été faites, puis tant que les procès-verbaux ne sont pas adoptés par le conseil, donc adoptés en séance, mais aussi adoptés par la suite. Oui. Les conseillers adoptent les procès-verbaux. Tant qu'ils ne sont pas adoptés, on ne peut pas les rendre publics. OK, d'accord. C'est parce que vous m'aviez dit le contraire l'autre fois, là, mais c'est correct. Il y a une autre information importante. OK, j'ai 2 autres sujets. Est-ce que vous pouvez céder puis va revenir après? Vous avez quand même plusieurs questions. Si ça vous intéresse. Pas de problème, j'ai 2 autres questions. Bon, merci. Parfait, merci beaucoup. Au village aussi, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais qu'on se rappelle une séance de consultation que nous avions eue
dont, de mémoire, c'était M. Saint-Laurent qui présidait cette assemblée. Il y avait Victor qui était présent. J'étais là et il y avait du monde dans la salle. Et de façon unanime, les gens disaient, et vous étiez là, madame aussi, les gens étaient unanimes à l'effet de dire les Airbnb, il faut mettre fin à ça. Il manque des maisons pour que les gens puissent venir s'établir dans notre communauté. Et ça permet de grossir notre communauté. Ça va permettre qu'il y ait des enfants qui aillent dans les écoles. Je ne comprends pas qu'il y ait encore des demandes pour modifier des maisons en location. J'espère que vous allez arrêter ça. Ça n'a pas de bon sens. Je trouve ça épouvantable personnellement. Je vais vous répondre à ça. Premièrement, un Airbnb, ça prend une maison, résidence principale. Donc, cette résidence principale-là, les gens doivent demeurer là. Et c'est leur résidence principale, ce n'est pas leur chalet. Okay? Donc, à ce moment-là, lorsqu'ils vendent la maison, comme c'est une résidence principale, ça reste une résidence principale aussi. Lorsqu'on parle de Airbnb, très souvent, il faut que ce soit fait. Ce n'est pas un chalet qu'on rend à Airbnb, c'est une maison touristique. Okay? C'est ça la différence. C'est un chalet. Il y a des maisons qui s'achètent, qui sont vides, là, qui s'achètent, puis on en fait des Airbnb. Et le CCU, de mémoire, c'est prononcé qu'on était contre ça. Alors, ça, là, je pense qu'il va falloir que vraiment vous preniez ça en considération. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, moi, j'ai travaillé longtemps avec ce qu'on appelait le Code Morin. Je sais qu'il ne s'applique pas nécessairement au niveau du fonctionnement municipal, mais est-ce que vous avez vérifié aux affaires municipales que la résolution que M. Sheldon a apportée concernant les éoliennes, vous l'effacez de votre procès-verbal sans qu'il y ait un avis de motion? Ma crainte, c'est que vous pouvez adopter des choses, puis que le lendemain, vous déposez le procès-verbal, puis elle n'apparaît pas, cette résolution-là. Ça m'inquiète grandement. Est-ce que ça a été vérifié aux affaires municipales qu'on peut effacer une résolution parce que vous l'avez adoptée à l'unanimité, cette résolution-là? Voulez-vous rester pour avoir une réponse? Je pense que moi non plus, je ne suis pas certaine de la question. C'est pour ça que j'aimerais que M. Soucy demeure parce que ce que vous dites, les résolutions ne sont pas effacées. Le a apporté une nouvelle réglementation pour l'implantation d'éoliennes et non pas des moulins à vent comme M. Carlier est venu parler pour avoir des puits d'eau. Quant à moi, les moulins à vent, c'est très différent d'une éolienne. Mais quand il nous a déposé un règlement que vous avez adopté avec une nouvelle tarification, chez nous, au micro, j'ai dit ça ne peut pas être adopté. Il y a eu un référendum qui n'est pas question sur le territoire de Saint-Luce d'avoir des éoliennes. Le règlement est toujours là. C'est toujours le même règlement, le même numéro. Il n'est pas changé. Ce qui a changé, c'est la tarification pour la partie au niveau des démolitions de la zone dans laquelle c'est permis les éoliennes. Le règlement demeure, c'est le même, on n'a pas touché. Et on l'a vérifié d'ailleurs avant pour s'assurer, puis on a vérifié pour s'assurer qu'il était toujours là. Je pense qu'on avait le numéro de règlement. Hein. Mais si je peux me permettre, c'est ça, il y a deux choses. Moi, c'est ça. Le règlement de zonage qui interdit les éoliennes commerciales et domestiques. On a fait la question pour domestique aussi, avec la question de M. Carrier, là, mais il y a interdiction des éoliennes entre le fleuve jusqu'à la ligne d'hydro, passer le troisième rang. Mais entre la ligne d'hydro et Saint-Donat, ça serait autorisé. Ça, c'est la même réglementation qui est en vigueur depuis 2008. C'était permis, ça? Depuis 2008. Au sud de la ligne de transmission. Non, au sud, oui. Puis le numéro de règlement, c'est le 2009-114. Je n'ai pas souvenir de ça, je ne me souviens pas. On l'a sorti pour. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a adopté et ça n'apparaît pas dans le procès-verbal. C'est une grande inquiétude. Je vous prends tous pour des personnes honnêtes. Je me dis, à un moment donné, ça peut-tu arriver qu'une résolution soit adoptée et qu'on l'efface dans le procès pour la présenter au procès-verbal? C'est plus mon interrogation. C'est pour les tarifs, c'est pas pour le règlement. C'est le règlement pour la modification des tarifs. Ce n'est pas des règlements au niveau de l'utilisation, de l'implantation d'éoliennes. C'est deux choses différentes. Parce qu'on doit changer les tarifs. On a changé les tarifs cette année de plusieurs services offerts par la municipalité.
dont celui-là qui a été bonifié aussi, mais les règlements n'ont pas changé, là. Ils sont identiques. Ça va? Madame la mairesse, vous permettez, j'aimerais ça clarifier quelque chose concernant les Airbnb. OK. Les Airbnb, là, le règlement que M. Gagnon a nommé tantôt, là, le 2025, qui sont les critères d'évaluation, ils ont été établis par l'ancien conseil. Ces critères d'évaluation-là permettent encore aujourd'hui d'établir des Airbnb. Je veux juste le mentionner. Moi, je ne veux pas dire si je suis pour ou contre les Airbnb. Là. Dans le fond, les locations pour touristes, on devrait les appeler comme ça parce que Airbnb, c'est une marque. Là. Fait que les locations pour touristes. Mais ce que je veux que vous preniez en compte, par exemple, c'est qu'en tant que personne qui a une entreprise, si on relocalise les touristes à l'extrémité des villes, si on peut dire Rimouski ou Montjoli ou Sainte-Flavie, ils vont consommer là-bas. Puis ce qui est important, c'est qu'ils consomment ici quand ils peuvent résider ici. Puis je ne veux pas être... je vais parler à titre personnel. Là. Moi, si l'essence, qui est le poste à essence de la 132, je n'ai pas de touristes, demain matin, il n'y a plus d'essence à Sainte-Luce. Parce que l'hiver, mon chiffre d'affaires est de 500 litres vendus par jour. Puis l'été, il est de 2500 litres vendus par jour. Puis ceux-là de Rimouski, ils font du 30 000 litres par jour. Fait que là, vous voyez déjà que ça fait un clash si je n'ai pas de touristes l'été pour arriver ces pertes de l'hiver. Là. Fait que, je considère qu'il y a un juste équilibre à avoir dans le tourisme. Je comprends ça très bien. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, mais si vous prenez en considération qu'ils investissent dans la municipalité, c'est important parce que même le marché de Sainte-Luce, s'il n'y a plus de touristes, il va mourir aussi. Là. Fait que, il faut vraiment tout faire attention parce que il n'y a pas un gros équilibre entre les gens locaux qui dépensent à la municipalité et les gens touristes qui dépensent à la municipalité. Au niveau du commerce du garage, nous, là, c'est parfait. Là. Tout le monde est là pour la municipalité, c'est parfait. Mais l'essence, je vis du tourisme. C'est pas drôle, mais demain matin, si j'ai plus de touristes, on ferme l'essence à Sainte-Luce. Fait que, il faudrait juste prendre en considération qu'il y a beaucoup d'entreprises qui dépendent de la saison touristique pour rester ouverts. Puis si on reste pas ouvert, ben là, les gens vont être obligés d'aller à Rimouski de gazer ou d'aller à Montjoli de gazer. Dans mon cas, je parle de gazer parce que c'est ça ma réalité, là, mais les autres, c'est d'autres réalités. Mais on vit beaucoup de l'achalandage touristique. Fait que si on les fait se loger ailleurs, ils ne viendront pas dans notre municipalité. Puis ça, c'est un critère important. Ça serait de faire un équilibre pour que tout le monde y trouve son compte, mais que les entreprises puissent continuer à rester actives parce qu'il y a quand même encore de l'achalandage, parce que c'est beaucoup les touristes, malheureusement, qui nous font vivre, puis ça devrait être les résidents plutôt. Je vais vous répondre. Je ne sais pas d'où est venue l'idée qu'on est contre le touriste, au contraire. Mais oui, c'est ça. Cette idée-là, quand on va faire des réflexions. On fait des réflexions. D'ailleurs, très souvent, on oublie tout ce qui est déjà en place au niveau de l'hébergement du tourisme. Je pense qu'on a près de 60 Airbnb déjà. On a des auberges, on a des endroits pour être capable d'accueillir les gens. Cependant, vous comprendrez qu'on est limité au niveau de l'espace. Par exemple, sur le bord du fleuve, on peut peut-être développer plus au niveau de l'usine parce qu'actuellement, on ne peut pas enlever les maisons principales pour enlever les logements pour le faire. Il faut garder un juste équilibre et c'est ça qui est important. C'est ce que l'on vise particulièrement. Un point personnel comme le mien qui dépend de l'achalandage de l'été pour rester ouvert au niveau de l'essence. Je voulais juste que vous sachiez que ça existe. Puis que vous pensez à ça quand vous faites vos décisions. Juste un équilibre pour que tout le monde soit heureux, ça va être parfait. Là, puis que les commerces qui tiennent de ça. C'est certain. Malheureusement, parce que c'est ça. C'est certain. On aimerait tellement avoir un gros centre d'hébergement pour être capable d'accueillir tout le monde. On sait également qu'une grande partie du tourisme vient également régional au niveau ça peut être au niveau des terres, au niveau de Saint-Gabriel, beaucoup de Rimouski. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent et qui vont. Et puis, nos restaurants semblent quand même très bien fonctionner, également votre station de service. Alors ça, il faut le maintenir. Puis, notre rôle, dans le fond, c'est de nous assurer d'une bonne cohabitation entre les touristes et les habitants. Parce que si on n'a pas ça, c'est notre principale récupération, le bien-être, tout en respectant et en promouvant le tourisme et également de maintenir un beau centre parce que ça fait des décennies que la plage est là, qu'il y a des touristes qui viennent, qui vont et les clients, les touristes sont de plus en plus exigeants.
Alors, puis en même temps, ben, il faut supporter nos établissements, nos commerces et tout dans ce cadre-là. Alors, c'est pas simple. Là, mais on est pour ça, inquiétez-vous pas. On veut vraiment que ça profite parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. Alors, il faut que ça profite, là. Comprenez? C'est vraiment juste de s'assurer que ce n'est pas perdu pour ceux qui en dépendent parce que le local n'encourage pas assez, donc ça prend vraiment le tourisme pour vivre. Tout à fait, tout à fait. On est très conscients de ça. Soyez-en assurés. Oui, oui. Oh oui, à chacune, on y pense. Bonsoir, Mme Guénel Clavon. Je me demandais, les gens qui ont des Airbnb et les chalets locatifs, ont-ils les mêmes taxes que tout le monde ou ils ont une taxe commerciale, quelque chose qui rapporte plus? Très bonne question, on se la pose aussi. Ça pourrait être de quoi il est envisagé. Puis mon deuxième point, ce serait une suggestion. Je t'ai invité à plusieurs fêtes d'enfants dernièrement, puis ils ont toutes lieu à Montjoly. Les gens me disaient que les salles de la municipalité étaient plus dispendieuses. Effectivement. Ça serait peut-être de quoi à regarder. Effectivement, on a constaté dans les rapports financiers qu'on avait eu 50% moins de revenus pour la location de salles. Et puis, les commentaires que l'on avait, c'était qu'elle était trop dispendieuse par rapport aux autres municipalités autour. Alors, on doit revoir aussi la tarification de ce volet-là. Je pense qu'on l'a mis à notre heure du jour pour le prochain comité de travail pour être capable que ce soit accessible parce que nos dépenses demeurent les mêmes, mais si nos revenus baissent, alors ça devient un déséquilibre. Alors, on va vérifier ça pour que ce soit accessible pour la location. Il y a personne? Deux questions? Rebonsoir, oui, c'est ça. Pour faire le balle au bon par rapport à Mme Stéphanie, je suis très conscient, puis en tout cas, je l'encourage à poursuivre ses démarches, parce que si une maison est déjà, ou une résidence est déjà en résidence touristique, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas continuer. Donc, je vous encourage à poursuivre vos démarches. Un. Deux, j'encourage aussi les citoyens de Sainte-Luce d'aller gazer à Sainte-Luce. Moi, je le faisais quand j'avais un automobile à pétrole. Vous le savez très bien, Madame Stéphanie. Maintenant, je suis à l'électricité. Dommage pour vous. Mais en tout cas, je ne pourrais pas aller vous voir. Je vais aller vous voir pour d'autres choses, peut-être pour ma tondeuse ou autre chose. Mais je vous encourage à continuer. Cependant, il faut que, comme vous avez dit, Madame la maire, qu'il faut acquérir un certain équilibre, comme disait Mme Stéphanie aussi. Et cet équilibre-là ne doit pas passer par prendre une maison qui est résidence principale et la transformer en résidence touristique. Et ça a été un problème. Ça a été relaté partout au Québec, partout au Canada et dans le monde. Il y a cette raison qui fait ça et ça contribuerait à dévitaliser une municipalité. Okay. Quelle est votre question? Oui, mais... Parce que là, on en parle beaucoup, puis vous savez lors de nos rencontres, on prend ça en considération. Tout ce que vous mentionnez, là, on en est très conscient. Alors, c'est pour ça que soyez rassurés. J'ai une question pour M. Gagnon. Vous en pensez quoi si c'est une résidence secondaire? Ben, moi, là, une résidence secondaire, ça serait cas par cas encore. Mais l'idée, c'est que puis j'en suis un exemple parfait. J'ai acheté une maison qui était une résidence secondaire, puis je l'ai habitée. Et j'aurais pu faire plus d'argent en achetant ça. Je réponds à votre question en disant que ça doit être fait cas par cas, puis ça ne doit pas diminuer la vitalité d'une municipalité. Ça, c'est clair. Et donc, il faut étudier les différentes choses et de mettre dans des secteurs. Il y a des municipalités qui interdisent carrément les Airbnb. OK? Ça, je dois le dire. Puis, il y en a d'autres qui font ça par secteur. Alors, le conseil va sûrement être intelligent de voir le pour et le contre. Je vous fais confiance. Merci. Votre question? Il me restait. Les Airbnb, c'était terminé. J'aimerais revenir. Bon, j'ai une question rapide. Le PAFSR, le programme d'aide financière au Fonds de la sécurité routière. L'ancien mandat, l'ancien conseil est allé chercher 187 000 de subventions. Il devait avoir un panneau numérique juste près du bureau municipal. Il devait avoir 187 000 qui étaient mis sur les différentes routes, pas juste à Sainte-Luce, à Luseville aussi. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est là-dedans. Je peux vous répondre qu'on doit regarder le dossier. On a des demandes pour mettre des panneaux, des arrêt-stop lumineux de protection, également au niveau de la vitesse, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de vitesse. Et là, on va travailler ça avec le comité de sécurité
pour savoir où est-ce qu'on doit mettre les panneaux de façon à ce que ce soit fonctionnel et que ça réponde à un besoin de sécurité. On va le continuer parce que le programme se termine, nous sommes en mai, en tout cas au niveau des montants, puis ils doivent être attribués on doit les attribuer les dépenses en fonction de tous ces éléments-là. On va le faire de façon très fonctionnelle, sécuritaire et vraiment le besoin là, en fonction des différentes routes et des différentes, parce que vous savez qu'on a 2,98, on a 132, on a des routes, alors vous le savez, puis on a des rangs pour lesquels les routes sont à 90, 80, puis on rentre dans les villages. Alors, on doit se concentrer là pour être capable de diminuer la vitesse parce qu'on a beaucoup de plaintes par rapport à ça. Justement, par rapport à ça, vous parlez des citoyens, respecter la demande des citoyens. Il y a eu un comité qui a été établi, le comité de sécurité routière, qui s'est penché justement sur ce programme-là d'aide financière et on a remis une proposition de toutes les différents articles qui devaient être achetés et aux endroits. Alors, j'espère que vous allez le consulter, ce document-là, qui est en tant que tel un document qui a été rédigé par des citoyens. On va le vérifier, on va regarder ça. C'est le comité de sécurité routière qui va prendre la décision. C'est entre leurs mains. Alors, s'ils veulent le consulter pour leur donner une idée ou voir, ils pourront le merger avec ce qu'ils veulent. Excusez l'anglicisme. Ils pourront le regarder. C'est eux qui vont décider en fonction des besoins maintenant. Entre autres, il y avait beaucoup de demandes par rapport au radar pédagogique. Je sais que dans les rangs, il était demandé ou à l'USV aussi. Alors, il ne faut pas oublier ça. Moi, je suis content que vous me disiez que j'avais peur que ce 187 000-là soit mis aux poubelles ou en tout cas en veilleuse. Et le panneau numérique, c'est peut-être pas une nécessité absolue. Je pense que ça doit être mis surtout dans les routes, particulièrement des dodanes aussi. On va s'occuper de ça et d'autant plus que les gens me connaissent. Je ne veux pas perdre un sou. Alors, s'il y a une subvention, on va faire tout pour ne pas le perdre. Comprenez? Alors, on vérifie tout et moi, je vérifie tout à la scène avec les finances et pour être assuré que s'il y a une subvention, on va s'arranger pour ne pas la perdre et répondre aux besoins. Juste avant de terminer, ce n'est pas une question, c'est plutôt une recommandation. Il y a une revue qui s'appelle Vitalité économique. OK? Vitalité économique est une revue donnée gratuitement, surtout aux entreprises. Et j'ai vu dans le numéro de décembre 2025 et janvier 2026, il y a un dossier de 6 pages sur Saint-Luce. Je vous donne tout de suite la référence au niveau de l'Internet pour aller chercher. J'ai téléphoné à l'entreprise qui fait ça, qui est située à Rivière-du-Loup, et ils m'ont dit de pouvoir le... En tout cas, il était content que je le mentionne aujourd'hui. Ça s'appelle Vitalité économique. Et si vous voulez prendre en note, je vous invite à le faire, peut-être, monsieur et les dames du conseil, c'est www.vitalite, parce qu'il n'y a pas d'accent, vitaliteéconomique.com. Alors, si je fais référence à ça, c'est que vous avez été en entrevue. OK? Exact. Et dans cette entrevue-là, vous avez mentionné les belles grandes choses de Sainte-Luce, notamment la salle communautaire, OK? Notamment, vous apparaissez d'ailleurs là-dessus. Ça a été fait au mois de décembre dernièrement, donc vous étiez à peine voté, à peine au conseil. On parle de beaucoup de choses, notamment du parc Maud-Charon, des boutiques de plage. Finalement, toutes des choses qui ont été faites dans l'autre mandat. Et j'aurais trouvé que ça aurait été une belle chose de dire félicitations à l'ancien mandat parce que finalement, tout ça, ça a été fait avant vous. Alors, c'est la seule petite réflexion que j'ai dit parce que c'est pas mentionné à aucune reprise là-dessus. Et je critique pas ici le côté journalistique. Je critique peut-être le côté de lancer la balle en avant ou en arrière aux personnes qui sont responsables de ça. Je vais juste vous préciser une chose. Monsieur, je vais juste préciser une chose, c'est que la revue, les gens de la revue m'ont contacté parce que ça faisait depuis le mois de juillet que cette revue-là devait être faite par l'ancien conseil, qui a été reportée 2 fois et qu'il y avait des commanditaires qui avaient déjà prévu d'avoir des publicités dans ce magazine-là. Alors, j'ai accepté de le faire avec les informations dont je disposais et de m'assurer de pouvoir avoir des informations pertinentes par rapport à l'ensemble du territoire. D'ailleurs, c'est pour ça le titre, vous ne l'avez pas dit au niveau de la revue, mais il explique très bien. Alors, j'ai pris à main levée
de pouvoir répondre à ce besoin-là parce que je l'ai bien voulu, parce que je ne voulais pas perdre l'opportunité de pouvoir présenter la municipalité. Et d'ailleurs, le producteur de cette revue-là m'a donné une autre opportunité de pouvoir répondre ou de préparer un autre reportage. J'ai 2 ans pour le faire, pour démontrer l'évolution également de la municipalité. Mais ça, c'est vraiment à pied levé. Et je peux vous dire que j'ai travaillé des heures pour être capable de sortir ça, pour m'apercevoir que je n'avais pas de belles photos de Luceville, que j'en avais juste de Saint-Luc-sur-Mer. Et on est obligé de faire des photos aériennes avec des drones pour être capable d'aller chercher de l'information. Alors, c'est ça, exact. Donc, ce qui a démontré qu'on avait besoin de vitaliser le secteur de Luceville pour être capable de sortir de belles photos pour démontrer l'ensemble du territoire et de nos agriculteurs. Il y a des photographes qui prennent des photos dans le tourisme à Saint-Luc. Et attention, ces photos-là sont mises à la disposition de la municipalité. Je ne sais pas si vous le saviez. Là. Oui, je le sais très bien. Il y avait 300 photos qui ont été prises l'année passée. Il y en a, mais il n'y en avait pas de Luceville. Non, ça, c'est pas vrai. Madame Suzanne Provencher, je pense son nom. Ah. Elle vient de là et elle a pris beaucoup de photos des champs. Je trouvais juste que ça aurait été le fun d'avoir une certaine délicatesse, de passer la balle au précédent et au futur. C'est juste ça que je voulais vous dire. Mais félicitations d'avoir rempli ça. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, bon, vous étiez d'accord avec certains projets, puis pourtant, je vous avais entendu dire être en désaccord là-dedans, puis vous avez fait fi de ça pour présenter Saint-Luc. Alors, je vous en félicite. Ce n'était pas d'être en accord, quoi que ce soit, mais on a respecté les décisions de l'ancien conseil pour compléter les projets. C'est juste ça. Alors, ça ne veut pas dire que j'étais en accord, mais je suis en accord pour les compléter. Ça va? Merci beaucoup. Merci. Merci. Je voulais juste rapporter, Mélanie a posé une question, je voulais juste mentionner que ça existe dans le fond. Chaque hébergement a une taxe de 3,5 % de taxe d'hébergement sur l'appel la taxe d'hébergement, mais cette taxe-là, c'est ce que vous recevez pour les touristes par après. Je pense que ça va on ne reçoit pas d'argent. Ça vaut. Ça, c'est ce qu'ils réinvestissent dans nos municipalités. Madame, je ne suis pas sûre de ce que vous dites parce que c'est le tourisme indirectement, mais je ne sais pas comment c'est fait. Quand ils financent des choses comme ça pour des choses touristiques, ça passe par ça que les gens payent dans leur location. C'était juste pour dire que Mindy, dans le fond, ce qu'elle posait tantôt, oui, on est taxé sur une taxe de 3,5 % de la nuit pour réinvestir dans nos municipalités par la suite. Mais ce n'est pas pour les Airbnb. C'est au provincial, la taxe. C'est pour les taxes de service. Les taxes de service, c'est ça. Dans nos municipalités, c'est ça que je voulais apporter. Parce qu'elle posait la question tantôt, mais ça, on la donne au gouvernement, puis après, le gouvernement réinjecte ça dans les municipalités qui ont des Airbnb. En fait, si on n'avait pas de Airbnb, il n'y aurait pas de réinjection de ceux-là. C'est juste pour apporter ce qu'elle disait. Je ne suis pas certaine, mais on va quand même vérifier. J'ai un doute par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que la taxe est réinvestie nécessairement à Saint-Luc non plus. En quelque sorte, ça va avec... c'est une interprétation, mais... On va vérifier ça parce que j'ai comme un petit doute parce que j'aimerais bien ça, savoir les montants qu'ils réinvestissent. Jusqu'à présent, je ne les ai pas vus. Mais écoutez, je vais être attentive à ce volet-là. Ouais, puis on va regarder ça. Merci. Merci beaucoup de l'information. On va vérifier ça, certain. Deux. Alors, bonsoir, Garçon Gaudreau. Un simple commentaire, c'est que c'est intéressant parce qu'on peut quand même parler beaucoup après la réunion. Donner le commentaire, je pense qu'il doit y avoir une limite un peu aussi. Exact. Le texte qu'on faisait référence tout à l'heure, économique, je l'ai vu moi aussi. Moi, ce que j'ai trouvé positif là-dedans, même si je n'ai pas remercié l'ancien conseil, c'était peut-être pas le rôle à faire, en tout cas, c'est que j'ai trouvé que le message était quand même très positif parce qu'on avait une belle vision de Saint-Luc sur l'ensemble de ce qui était quand même construit au cours des dernières années. Puis, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, on verra. Puis, je pense que vous avez été élu pour analyser les choses correctement. Comme tout le monde, quand on s'assoit en avant, c'est ce qu'on doit faire. Puis, je pense que le tout doit continuer. Je ne veux pas dire qu'on doit uniquement avoir une période de questions, quand même bien.
on peut donner le commentaire, puis je quand même aussi une certaine limite. C'est avec là, parce que j'aurais pu avoir des questions posées aussi à soi, puis je pense que il y a, à la table du conseil, il y a, je me trompe, il y a 7 personnes. Vous êtes là, vous avez été élus pour voter sur les décisions à prendre, analyser tout, puis qu'est-ce qu'on fait, des fois, il faut mettre de quoi de côté, parce qu'on n'a peut-être pas le moyen de le faire aussi. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Merci, M. Gaudreau. Jean-Marc Dario, juste pour faire un commentaire supplémentaire avec Gaston. C'est sûr que vous avez un mandat de continuer ce qui a été fait, ce qui est entrepris, mais il n'y a pas eu d'émerveil partout. Fait que je sais que vous êtes pris avec une patate chaude sur certaines choses. On n'a plus le choix de virer de bord, mais il y a eu des erreurs majeures. Je m'excuse, M. Gagnon, mais ce n'était pas parfait. Merci. Okay. D'autres commentaires? On a quand même passé beaucoup de temps pour la période de questions. Si vous me le permettez, nous fermerions la séance. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour la fermeture de la séance. Je propose la fermeture de la séance. Et unanimement résolu que et on passe au vote. Excellent. Donc, on unanimement résolu que la séance du Conseil soit levée, il est 9h, 21h21. Merci.